Bonjour tout le monde, comme promis, voilà une vidéo sur le cours qu'on a manqué aujourd'hui, donc ça va porter sur la notion de moment de force. C'est parti! Donc on commence avec une poutre à l'horizontale. La poutre est supportée par deux appuis, les appuis A et B, puis il y a une force à la verticale qui est appuyée sur la poutre, une force de 100 newtons. Fait que, première petite question qu'on pose, ben on dit la somme des réactions verticales aux appuis. Fait que les deux appuis vont venir contrebalancer la force en forçant vers le haut. Donc ils vont devoir forcer un total de 100 newtons vers le haut pour contrebalancer le 100 newtons vers le bas qui est appliqué sur la poutre. La question que je vous pose, fait que ça c'est nos deux, les réactions aux appuis, on va les appeler RA et RB. Donc la question que je vous pose, c'est ce 100 newtons de force totale que les deux réactions doivent appliquer vers le haut, que les deux appuis doivent appliquer vers le haut. Est-ce qu'il va y avoir plus de force du côté de RA, plus de force du côté de RB, ou est-ce que la force va être répartie également 50 newtons, 50 newtons? Je vous laisse un instant pour y penser. Fait que demandez-vous intuitivement si vous supportez une tige, qu'il y a une force qui est appliquée plutôt d'un côté, quelle main va forcer le plus. La réponse ici, c'est A. Donc, puisque la force ici est appliquée plus proche de l'appui A que de l'appui B, l'appui A va devoir fournir une force supérieure, puis l'appui B va avoir moins que 50 newtons à forcer. Mais là, la question à laquelle on va vraiment vouloir répondre, c'est exactement comment la force se divise. Est-ce que c'est 60-40, 75-25? Ça va dépendre de où exactement la force est appliquée. Puis on va avoir besoin du concept de moment de force, du concept de rotation, pour arriver à déterminer exactement comment la force se répartit dans nos deux appuis. C'est vraiment là, un problème très fondamental du chapitre 1. Donc, c'est parti. On va commencer par, là on va s'intéresser au moment de force. Pour avoir un moment de force, ça prend un endroit qu'on va identifier comme un axe de rotation. Ça, c'est vraiment un endroit qui est arbitrairement choisi. Ici, moi, j'ai choisi de mettre mon axe de rotation directement sur l'appui A. Puis je vais me demander à quel point les deux autres forces en présence, fait que la force F et la force de l'appui B, vont vouloir faire pivoter, vraiment faire tourner la tige autour du point de rotation qui est sur l'axe A. Fait qu'imaginez par exemple qu'il y aurait une penture à cet endroit-là, que ça serait une porte vue d'en haut, ben là j'aurais deux forces, une qui voudrait faire tourner dans le sens horaire, comme ceci, puis une qui voudrait faire tourner dans le sens anti-horaire, comme cela, autour du point A. Donc le moment de force, pour le calculer, le moment de force, c'est vraiment une quantité qu'on va calculer qui va nous dire à quel point les forces essayent de faire tourner, pivoter des objets autour d'un axe de rotation. Fait que l'équation qu'on va utiliser pour le calculer, là voilà, on va expliquer qu'est-ce que chaque symbole veut dire dans cette équation-là. Les forces puis les moments de force, c'est les deux choses fondamentales de tous les chapitres 1, 2 et 3. Donc c'est vraiment important de bien comprendre c'est quoi un moment de force. On va analyser qu'est-ce que chaque lettre veut dire ici. Fait que premièrement, ça va juste indiquer qu'est-ce qu'on calcule. Il y a beaucoup de lettres ici parce que ça prend beaucoup d'informations pour bien identifier quel moment de force on est en train de calculer. Fait que le M, il veut tout simplement dire moment de force. Fait que ça veut dire que je suis en train de calculer le moment de force. Les unités du moment de force, on va voir pourquoi dans quelques instants, c'est des newtons multipliés par des mètres. C'est deux unités multipliées ensemble. Donc ça veut dire que je calcule le moment de force. La prochaine lettre ici qui est en indice, c'est l'axe de rotation. Fait que ici j'ai mis un X, ça ne sera pas toujours un X. Des fois ça peut être un A, un B, un P, ça peut être un paquet de lettres. C'est vraiment une lettre qui est là pour dire le moment de force que je suis en train de calculer, c'est pour parler d'une rotation autour de quel point. À chaque fois qu'il y a une rotation, ça prend un axe de rotation, ça prend un point qui est le centre du mouvement de rotation, c'est le point qui ne bouge pas. Fait que ici, par exemple, si je voulais calculer le moment de force appliqué par la force F autour de ce point de rotation-là, la lettre que j'utiliserais au lieu d'un X, ça serait un A, parce que ça, c'est l'appui A. Donc, je dirais moment de force autour de l'appui A, je remplacerais ce X par un A. La lettre qui est entre parenthèses ici, c'est le nom de la force qui va faire un moment de force. Fait qu'ici, la force F applique un moment de force. Je pourrais calculer le moment de force autour de l'axe A, MA, appliqué par la force F. Je pourrais aussi calculer le moment de force M autour de l'axe de rotation A, MA, appliqué par la force B, appliqué par la réaction B. Fait que je pourrais avoir MA, en parenthèse, le petit RB, fait que la force qui est ici. Fait que ça, c'est juste là pour dire qu'est-ce que je veux calculer. Il faut toujours spécifier que je calcule le moment de force, quel est l'axe de rotation, quelle est la force qui m'intéresse. Ensuite, la formule pour le calculer.
il va y avoir, ah oui je l'écris, ben F c'est le nom de la force qui applique le moment de force. Je ne vais pas écrire une valeur en chiffres ici, même si cette force-là c'est 100 newtons, ici je ne mettrai pas 100 newtons, je mets vraiment le nom de la force, fait que la lettre qui correspond à la force. Ok. Maintenant, dans la formule, il y a un plus ou moins. C'est nous qui va devoir choisir est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins, parce qu'il y a des forces qui vont essayer de faire tourner les choses dans le sens horaire, d'autres dans le sens anti-horaire. Donc, le plus ou moins, la convention qu'on va utiliser, qui est utilisée dans l'ensemble de la physique, c'est qu'on utilise le plus pour le sens anti-horaire, le sens contraire des aiguilles d'une montre, et on utilise le moins pour le sens horaire. Ensuite, le bras de levier. Le bras de levier est super important parce que plus la force est appliquée loin de l'axe de rotation, plus c'est facile de faire tourner, donc plus le moment de force va être grand. Je vais vous le montrer quand on va regarder ça en classe, là, mais vous avez tous certainement déjà essayé d'ouvrir une porte, puis vous avez probablement remarqué que c'est plus facile d'ouvrir les portes comme où est-ce qu'il y a la poignée, où est-ce qu'on est loin des pentures, que si on essaye de pousser juste à côté des pentures, c'est super difficile d'ouvrir la porte. C'est difficile de créer un mouvement de rotation quand on applique une force très proche de l'axe de rotation. Si on applique une force plus loin de l'axe de rotation, on a un plus grand bras de levier, on a un plus grand moment de force. Autrement dit ici, la force B est appliquée beaucoup plus loin de l'axe de rotation A. La force B va appliquer un plus grand moment de force. La force F est appliquée beaucoup plus proche, donc il va avoir plus de difficulté à faire tourner la tige, va appliquer un moment de force plus petit. Le bras de levier, c'est une quantité qui est directement mesurée en mètres. Ça sera vraiment juste la distance en mètres entre A et F ici, pour le bras de levier de la force F, puis entre A et B pour le bras de levier de la force B, en mètres. Donc, F, ouais, on l'a pas écrit. F, c'est la force, donc le nombre de newtons qui est appliqué. Ça va être soit 100 newtons ici ou une force qui est en ce moment inconnue de ce côté-là. F, c'est toujours une quantité positive. Même si la force ici est vers le bas, des fois on peut avoir tendance à dire la force est vers le bas, je vais mettre moins 100 newtons, mais non. Ça, c'est pas la composante verticale de la force. Ça, c'est la force. La force, c'est le module de la force. Ça a une direction, oui, mais ici, c'est juste le module de la force, c'est juste le nombre de newtons. Fait qu'on va jamais mettre un négatif ici, même si la force pointe vers le bas ou vers la gauche. On n'est pas en train de parler de la composante d'une force, on est en train de parler du module de la force, un chiffre toujours positif. Ce qui détermine le signe, c'est vraiment horaire ou anti-horaire. C'est nous qui choisissons le signe ici. Fait que, exemple de problème avec ça, comment on va faire pour utiliser le concept de moment de force pour calculer les réactions aux appuis? On regarde encore le même problème que j'ai montré tantôt, sauf que cette fois-là, j'ai spécifié les distances. Ici, 2 mètres, ici, 6 mètres. Donc, je vais vous laisser essayer de découvrir comment utiliser le moment de force en faisant les calculs vous-même. Donc, je vous donne deux choses à calculer. Premièrement, calculer le moment de force appliqué par la force F de 100 newtons qui est ici, autour du point d'appui A. Donc, utilisez la formule qu'on vient de voir. La première chose qui est importante, nommer le moment de force comme il faut. Utiliser les bonnes lettres pour écrire le moment de force, puis ensuite calculer le moment de force que ça donne. Puis ensuite, un coup que vous allez avoir trouvé ce moment de force-là, ça va vous donner un certain nombre de newton-mètres. La question B, ça serait de calculer la force RB ici nécessaire pour que le moment de force produit par RB vienne annuler le moment de force produit par la force F, pour que les deux moments de force viennent parfaitement s'annuler. Fait que là, trouver la force RB qui ferait en sorte que les deux moments de force vont s'annuler. Mettez la vidéo sur pause, essayez de le faire vous-même, puis si vous réussissez ou pas, ensuite recommencez la vidéo, regardez la réponse. Prenez la peine de prendre une petite minute, essayez de calculer ça vous-même. Donc, j'imagine que vous l'avez fait. On continue. La réponse pour le A. Ok, les lettres sont importantes. Qu'est-ce que je veux calculer? Je veux calculer le moment de force appliqué autour de l'appui A. A, c'est mon point de rotation. Par quelle force? Par la force F. Donc voilà, M à F. Je calcule ça. La formule, ça dit, premièrement, je dois choisir le plus ou le moins. La force F est appliquée vers le bas. Donc, si je continue ma flèche ici, c'est comme si ça voulait faire tourner la tige dans le sens horaire. C'est vraiment comme si ça voulait la faire tourner dans ce sens-là. Dans le sens horaire, le sens horaire est associé avec un signe négatif. Je mets un moins. Ensuite, le bras de levier, c'est tout simplement cette distance-là, 2 mètres. Et la force, 100 newtons, je fais la multiplication, 2 fois 100, ça fait 200. Fait que j'ai moins 200. Les unités, j'avais des mètres fois des newtons. Ça donne des mètres newtons ou des newton mètres. On peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, ça ne dérange pas.
Donc ça, c'est le moment de force appliqué par la force F autour de l'appui A. Maintenant, la question B. Je voudrais savoir la force RB nécessaire pour annuler le moment de force appliqué par F. Ça veut dire que je sais quel moment de force je veux que la force B, la réaction RB, applique. Si elle fait un moment de force de moins 200, mais moi je voudrais que B fasse un moment de force de plus 200 pour venir l'annuler. S'il y en a une qui essaie de faire tourner dans le sens horaire, je vais vouloir que l'autre force vienne faire tourner la tige dans le sens anti-horaire. Donc, je sais que le moment de force autour de l'axe A appliqué par la force RB doit être égal à moins le moment de force autour de l'axe A appliqué par la force F. Donc je mets un négatif ici, je veux que les deux moments de force viennent s'annuler pour donner un total de 0. Fait que le moment de force autour de l'axe A fait par la réaction B, celui-là, doit être moins 200, donc plus 200. Plus 200 veut dire que la force qui est là va vouloir faire tourner la tige dans le sens anti-horaire, dans ce sens-là. Fait que j'ai bien dessiné ma force RB. Maintenant, je connais le moment de force. Je vais utiliser la formule qui dit que le moment de force est égal au signe. Effectivement, avec comment j'ai dessiné ma force, ça va être un signe positif, fois le bras de levier, fois le module de la force. Mais là, je connais le moment de force, puis mon inconnu, c'est la force RB. Fait que je sais qu'au total, ça doit donner 200 mètres Newton, le moment de force. J'ai un bras de levier de 8 mètres, c'est toute cette distance-là. Fait qu'il ne faut pas prendre juste le 6, il faut vraiment prendre tout le 8. Je connais mon bras de levier, je connais mon moment de force, il me reste juste à isoler la force dans cette équation-là en divisant par 8 de l'autre côté. Donc je divise par 8. Les unités, vous voyez, les mètres, ils vont venir s'annuler ici. Ce qui me reste comme unité, c'est des newtons. Je recherche une force, donc ça a du sens. La réaction de l'appui B vers le haut, 200 newtons. 200 newtons. 25 newtons. On est capable de lire, ça donne 25 newtons. OK. Donc, on connaît la réaction d'un des deux appuis. Le problème est presque terminé. Pour connaître, en tout, on voudrait savoir les réactions des deux appuis. Donc, je vais vous laisser terminer le problème. Pour le C, on sait que la somme des forces verticales totales sur la tige doit être nulle. Il faut que si j'additionne toutes les forces verticales, ça donne 0. Donc, si j'ai un 100 Newton vers le bas, d'un côté, la caméra est inversée, d'un côté un 25 Newton vers le haut, ça devrait être quoi la réaction de l'appui A pour qu'au total, la somme des forces donne 0. Donc, faites un petit calcul pour ça. Puis ensuite, juste pour se pratiquer avec le calcul des moments de force, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? C'est, un coup que vous avez trouvé la réaction de l'appui A en répondant au C, calculer la somme des moments de force autour du point de rotation B. Fait que si on mettait notre axe de rotation au point B, il faut écrire comme il faut les moments de force. Cette fois-là, les moments de force vont être appliqués par la force F et par la force RA. Fait que calculer ces deux moments de force-là, puis vérifier que ça donne bien 0 la rotation autour de l'axe B. Mettez la vidéo sur pause, essayez ça, repartez-le. OK. Donc C, la réponse. La réponse est assez intuitive à calculer. Si j'ai 100 newtons vers le bas, j'ai 25 newtons vers le haut, qu'est-ce qui me manque pour annuler au total? Ça va être 75 newtons. Si je veux l'écrire de façon plus formelle avec des équations, on va voir ça au prochain cours, je vais dire que la somme des forces verticales, RAV, RBV, FV, la somme de toutes les forces verticales doit être 0. Fait que ça, c'est ma force inconnue, RA verticale. J'ai un plus 25, puis j'ai un moins 100. Donc au total, quand j'envoie ça de l'autre côté de l'équation, ça me donne que le RAV doit être plus 75 vers le haut. Voilà, c'est pas super surprenant. Vérifiez que la somme des moments de force est nulle autour de B. Donc, le moment de force produit autour de l'axe de rotation B, ça c'est mon axe de rotation, par la force RA, C. Fait que cette force-là ici, si j'imagine que l'axe de rotation est ici, cette force-là vient faire tourner ma poutre dans le sens horaire. Si ça tourne dans le sens horaire, ça veut dire que je devrais avoir un moment de force négatif. J'ai mis mon moins, j'ai mon bras de levier de 8 mètres, j'ai ma force de 75 newtons, je multiplie ça, ça donne moins 600 mètres newton. Je calcule celui pour le moment de force autour de l'axe B par la force F. Celle qui est ici, celle-là vient faire tourner dans le sens anti-horaire. Anti-horaire, ça veut dire un plus. Le bras de levier ici, c'est 6 mètres. Et la force est de 100 newtons, grosse multiplication, ça donne plus 600. Donc, c'est vrai que la somme des deux moments de force, moins 600 plus 600, ça donne 0. Donc, il n'y aura pas non plus de rotation autour de l'axe B. Donc, ça, c'est la fin de ce problème-là.
Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? La seule chose qui me reste à vous montrer, c'est comment calculer un moment de force dans le cas où la force est en diagonale. Fait que si la force ici, au lieu d'avoir été parfaitement à la verticale, elle avait été en angle, comment j'aurais fait pour calculer son bras de levier? Donc, comment j'aurais fait pour calculer son bras de levier et son moment de force? Donc, ici j'ai le bras de levier qui est apparu tout seul, j'ai oublié de l'animer, c'est pas grave. Imaginez qu'on a un objet, un genre de patate qui flotte dans l'espace, un point de rotation, ça prend toujours un point de rotation pour calculer un moment de force, et une force qui est appliquée sur ma patate, une force qui est appliquée en diagonale. Comment je fais pour calculer le moment de force de cette force-là sur ma patate autour de l'axe de rotation P? Il va falloir que je dessine la prolongation de la force. Ah, la caméra est de l'autre sens, en tout cas. Il va falloir que je dessine la prolongation de la force. Le prolongement de la force. Le prolongement, c'est juste une petite ligne pointillée imaginaire qui va des deux côtés de la force. Des fois, on pense au prolongement puis on veut juste le faire comme par en avant, mais il y a aussi un prolongement imaginaire par en arrière. Là. On fait juste tracer une longue ligne pointillée dans le même axe que notre force. Puis le bras de levier, c'est tout simplement la petite ligne qui va relier notre axe de rotation, le point P ici, au prolongement de la force, toujours de façon perpendiculaire. Ce qui est super important, le bras de levier est toujours perpendiculaire à la force ou au prolongement de la force, toujours perpendiculaire. Donc, c'est ça qui est vraiment important quand on a une force qui est en diagonale. Des fois, il va y avoir deux stratégies qu'on va pouvoir utiliser. Il y en a une qui est vraiment plus pratique. Je vais vous la montrer tout de suite, le théorème de Varignon. Puis cette force-là, juste une petite question pour bien comprendre le moment de force, c'est je vous demande est-ce que cette force va produire un moment de force positif ou négatif sur la patate verte. Pensez-y un peu, est-ce que ce moment de force-là, celui fait par la force F, va être une quantité positive qui serait associée à une rotation horaire ou une quantité négative qui serait associée à une rotation... une quantité positive anti-horaire, une quantité négative horaire. Imaginez qu'au point P, on a épinglé la patate, puis qu'on est en train d'appliquer la force F comme ça. Est-ce que la patate va plutôt avoir tendance à tourner dans le sens horaire ou anti-horaire? Ici, dans ce cas-là, la patate aurait plutôt tendance à tourner dans le sens horaire. Donc, il s'agirait d'un moment de force négatif. Quand je calculerai le moment de force, je choisirai le signe négatif. Si vous voulez, prenez la petite flèche, puis faites juste mentalement la déplacer, puis faire comme si la petite flèche venait pousser sur le bras de levier. Imaginez, si vous voulez, que le bras de levier, c'est comme l'aiguille d'une horloge, puis que la force vient être appliquée directement sur le bras de levier. Si ça, c'est le centre de l'horloge, ben là, la petite ligne tournerait dans le sens horaire. Donc, il y aura un moment de force négatif. Dernière chose que j'ai à vous montrer, la vidéo est presque finie, c'est le théorème de Varignon. Le théorème de Varignon est awesome parce qu'il nous permet de calculer les moments de force faits par des forces en diagonale de façon beaucoup plus simple qu'en utilisant de la trigonométrie pour déduire le bras de levier. Exemple, j'ai un treillis qui est ici, un treillis articulé qui est fabriqué d'un paquet de poutres attachées les unes avec les autres. Ça va être le genre d'objet qu'on va beaucoup regarder pendant la session. Donc, j'ai un treillis articulé. J'ai deux appuis, un appui A, un appui B. Celui-là est dessiné en forme de triangle, je vous explique pourquoi plus tard. Donc, j'ai une force de 100 newtons qui est appliquée ici. Là, sur mon dessin, on dirait que le bras de levier a l'air de ça parce que ça a l'air d'être à peu près un angle de 90 degrés, mais en même temps, mon dessin n'est pas vraiment à l'échelle. Donc, on ne peut pas se fier que ça, c'est un angle de 90 degrés. Peut-être que le bras de levier, qui serait dans le perpendiculaire au prolongement de la force, peut-être que ça serait plus une ligne qui arriverait comme ça, peut-être plus une ligne qui arriverait comme ça. Ça peut être super difficile d'arriver à trouver la mesure du bras de levier. Donc, peut-être qu'il faut dessiner un paquet de triangles, faire plein de problèmes de trigonométrie pour arriver à trouver la longueur du bras de levier. Mais heureusement, on a le théorème de Varignon qui nous permet de ne pas faire ça. Le théorème de Varignon est vraiment utile. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que je peux prendre la force qui est en diagonale, je peux la décomposer en composante horizontale, composante verticale. Je prends ma force en diagonale, je la décompose verticale et horizontale, comme il y a sur mon dessin. Puis maintenant, le théorème de Varignon me dit que le moment de force total autour de... Mettons, ici, je vais mettre mon axe de rotation autour du point A. Ça serait vrai pour n'importe quel point. Mettons que je choisis de mettre mon axe de rotation ici. Le moment de force fait par la force F, qui est une force en diagonale, va être tout simplement la somme du moment de force fait par
cette force horizontale plus le moment de force fait par cette force verticale. Je peux prendre mon problème qui est un peu compliqué en diagonale, puis tout simplement le séparer en deux problèmes beaucoup plus simples, un qui est à l'horizontale, puis un qui est à la verticale. C'est ça le théorème de Varignon, et c'est vraiment utile. Si je voulais avoir la formule au complet, je pourrais dire que le moment de force autour de l'axe A fait par la force F, ça va être, le moment de force fait par FH, c'est plus ou moins un bras de levier fois une force, puis le moment de force fait par la composante verticale, c'est plus ou moins son bras de levier fois la force. J'ai mis des valeurs absolues ici, parce qu'on sait que la composante d'une force, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Ici, par exemple, la composante verticale de la force est négative, mais ici, je ne veux pas mettre un négatif. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir est-ce que la force est vers la droite ou vers la gauche. Ça ne m'intéresse pas pour le calcul du moment de force. Pour le calcul du moment de force, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la force veut faire tourner dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des valeurs absolues ici. Pour ne pas venir mettre de signe négatif, on va choisir le signe ici avec le plus ou moins, puis ça c'est vraiment juste avec est-ce que c'est horaire ou est-ce que c'est anti-horaire. Chaque force va avoir son bras de levier, je vous les montre. Exemple, force horizontale. Je vais tracer le prolongement de la force horizontale. Le voilà. N'oubliez pas que le prolongement, ça va comme vers le devant, ça va aussi vers le derrière. Ça, c'est le prolongement de la force horizontale. Son bras de levier doit toujours être perpendiculaire à la force. Donc, c'est un petit peu mêlant, mais le bras de levier de la force horizontale doit toujours être à la verticale. Ici, j'ai appelé ça bras de levier horizontal. Ça ne veut pas dire que le bras de levier est à l'horizontale. Ça veut dire que c'est le bras de levier de la force horizontale. Ce bras de levier-là, vu qu'il doit être perpendiculaire à une force horizontale, il doit toujours être donc à la verticale. Fait que ça, c'est le bras de levier H qui est à la verticale, cette distance-là. Ici, 1,5 m. Si je veux l'autre, le prolongement de ma force verticale, mon bras de levier de la force verticale, qui est une ligne à l'horizontale, dans ce cas-ci, 2 mètres. C'est comme ça qu'on fait pour utiliser le théorème de Varignon. On prend un problème un peu plus compliqué, où est-ce qu'on a une force en diagonale, on le sépare en une partie horizontale, une partie verticale, chacun a son bras de levier, puis rappelez-vous toujours que la force horizontale, son bras de levier doit être vertical, la force verticale, son bras de levier doit être horizontal. Puis on doit choisir chacun de leurs signes indépendamment. Je vais vous laisser essayer ça. Je vous montre la question. Fait que j'ai juste reproduit le petit dessin ici avec les mesures. Je vais vous demander de calculer un paquet d'affaires. Donc voici ce que je veux que vous calculiez. Il va falloir commencer par calculer les composantes de la force. J'ai une force de 100 Newton ici. Ça me prend sa composante horizontale puis verticale pour pouvoir appliquer le théorème de Varignon. Ici, je n'ai pas l'angle, mais j'ai un petit triangle semblable ici. Là, la force est vraiment dans le même axe que cette poutre-là qui est ici, que cette ligne-là qui est ici. Je connais la base puis la hauteur de ce triangle-là. Donc, utilisez les triangles semblables pour calculer les deux composantes de la force. Quand vous calculez les composantes de la force, mettez les bons signes, positifs ou négatifs. Ensuite, calculez le moment de force de FH et de FV autour du point d'appui A. Fait que A, c'est notre point d'appui. Calculez le moment de force fait par FV, le moment de force fait par FH, en choisissant chacun leur signe, plus ou moins. Le bon bras de levier, la force avec la bonne composante, ça va vous donner les moments de force. Ensuite, si on veut, vous allez vraiment voir, ça c'est le problème, le genre de problème que vous allez avoir à l'examen. Il y a une réaction à l'appui B. L'appui B, c'est un appui simple, on va en parler, mais il va avoir une réaction juste à la verticale, juste vers le haut. Fait que l'appui B va avoir une force qui est parfaitement vers le haut. Cette force-là aussi va faire un moment de force autour de l'axe de rotation A. Déduisez, comme dans le problème précédent, la valeur de la force nécessaire pour venir annuler les deux moments de force qui sont ici. On additionne ces deux moments de force-là ensemble, puis on veut venir l'annuler avec le moment de force produit par la réaction RB. Ensuite, maintenant qu'on a la réaction RB à la verticale, l'appui A ici, c'est un appui qu'on appelle un appui articulé. C'est un petit triangle. Un appui articulé, ça veut juste dire qu'il peut y avoir une force verticale et une force horizontale pour l'appui A, les deux. On va commencer par trouver sa force verticale. Trouver la force verticale appliquée par l'appui A qui va faire en sorte que la somme de toutes les forces verticales va être nulle. Fait que j'ai deux forces verticales vers le haut, l'appui A et l'appui B. J'ai une force verticale vers le bas qui est la force F, sa composante verticale. Je veux que la somme de tout ça donne 0.
trouver la force vers le haut par l'appui A. Et je veux aussi que la somme de toutes les forces horizontales soit nulle. Fait que là, j'ai une force horizontale vers la droite, le FH. Il va falloir que le AH vienne la contrebalancer. Donc, essayez de faire ça. Je ne vais pas vous montrer la solution dans la vidéo. On commence avec la solution dans le cours jeudi prochain. Donc, essayez de faire ça par vous-même. Puis, je vous dis, ça vaut la peine d'essayer, même si à un moment donné, vous arrivez à quelque part, vous êtes bloqué. Comme ça, quand vous allez arriver au cours de jeudi, puis que je vais expliquer le problème, ça va vraiment rentrer. Puis ça, c'est exactement le genre de problème qu'il va y avoir dans l'examen. On est déjà rendu capable de faire le genre de problème qu'il va y avoir à l'examen. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo.